Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de la semaine, du coup, en ce mercredi 20 mai 2020. Je tenais à m'excuser, les deux précédents jours, il n'y a pas eu de brief, tout simplement parce que je n'étais pas devant les écrans, j'étais en déplacement, du coup, je pouvais pas tourner. Voilà, donc je m'en excuse, mais on va bien reprendre les briefs. Les briefs ne sont pas finis, loin de là. On va pouvoir reprendre un bon rythme, tout simplement. Je suis de retour et pour l'instant, je n'ai plus de raison de partir pour le moment. Je pourrais assurer les briefs. Alors, comme d'hab, je sais qu'il y a énormément de nouveaux. On est bientôt 12 000 abonnés sur la chaîne, ça fait super plaisir. Donc, un lexique a été créé. Donc, quand vous rejoignez le Discord, vous arrivez dans cette petite fenêtre ici, bienvenue. Et dans cette petite fenêtre, bienvenue, il y a l'explication de comment est structuré le Discord. Et il y a une petite fenêtre, ici, documentation. Vous cliquez et vous allez arriver tout simplement dans un channel où il y a plein de documentation, dont le lexique. Et le lexique vous aidera énormément à la compréhension de beaucoup de termes que j'utilise dans les daily briefs. Donc vraiment, ça va vraiment vous aider. Je vous invite à nous rejoindre. Premièrement, pour récupérer les petites documentations qui sont très intéressantes, dont le lexique, et aussi pour venir échanger avec la communauté. On est plus de 9400, si je dis pas de bêtises maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le Discord, ça ferait super plaisir. Le lien est en description dans les commentaires. Alors aujourd'hui, on va parler du Bitcoin comme d'habitude. Donc le sommaire, le Bitcoin en weekly, daily, je pense. On va parler peut-être du GBTC si j'ai le temps. On va parler des spreads, forwards. On va parler des risk on, risk off, donc les assets à risque. Et les risk-off tout simplement. On va parler aussi un petit peu des altcoins, mais très rapidement on va focus les altcoins demain. Donc là je vais juste en parler sur cette chart ici. On va faire beaucoup d'order flow même, je pense. On va parler un petit peu de sentiments, etc. On va faire de l'order flow et je vais vous parler un petit peu d'un ratio entre le S&P et le gold. Donc une petite question que je me suis posée. Alors pour le Bitcoin en daily, on a un peu de chance, pendant 2 jours j'ai pas fait de brief et le marché ne fait quasiment rien. Rappelez-vous, on est toujours dans cette zone de combat entre les 10 074 $ et les 8 100 $. Donc si on perce les 10 074 $, on partira sur un mouvement de continuation à la hausse. Et si on perce les 8 100 $, on partira à la baisse. Vous voyez, j'ai déjà mis des petites alertes ici pour être prévenu. Donc voilà, je vous invite à faire de même. Donc tant qu'on est dans cette battle zone, c'est une zone de combat comme son nom l'indique. Donc le marché est dans un range. Ici on attend soit une cassure à la hausse ou une cassure à la baisse tout simplement. Voilà, pour l'instant il n'y a rien de plus à dire. Alors les range traders ici vont chercher à acheter le bas de la battle zone comme ils l'ont fait ici et vont essayer de shorter le haut de cette battle zone tout simplement. Donc voilà, pour l'instant on est dedans. Est-ce qu'on va sortir à la hausse ou à la baisse? On n'en sait strictement rien. Vous dire que on va sortir à la hausse c'est du mensonge, à la baisse c'est du mensonge aussi. C'est le marché qui va trancher, c'est 50-50. On ira voir un petit peu avec les outils d'order flow qu'on peut peut-être augmenter un petit peu les probabilités d'un côté, 51-49%, voilà, augmenter un tout petit peu, c'est pas énorme, mais on va essayer de voir ça un petit peu au niveau de l'order flow, ou en tout cas d'émettre des hypothèses, ok. Côté des setups de trading, pour l'instant en daily, je vois personnellement aucun setup. Pour le moment, en 1 heure, on ira voir qu'il y a des petits setups de continuation qui se mettent en place. Aussi des setups de rallye contre-tendance. On va regarder quelles sont les conditions qu'on pourrait chercher pour avoir des setups de contre-tendance. Je le répète encore une fois. Mais le rôle du trader, c'est pas de deviner l'avenir. C'est juste lorsque les conditions se présentent à nous, d'appuyer sur le bouton acheter ou vendre tout en restant rationnel. C'est juste ça notre métier, de reconnaître des conditions et de se plier à ces conditions, d'agir comme un robot tout simplement. Et si le résultat est négatif, de rester stoïque. Si le résultat est positif, de rester stoïque. Mais en tout cas, de tout le temps rester rationnel, de pas partir dans l'irrationalité. Et plus vous répétez une chose, plus vous allez la maîtriser. C'est comme dans tout métier. Ça peut être comme un joueur de foot qui veut apprendre un geste technique. Le trading, c'est pareil. Plus vous allez effectuer les mêmes choses, mieux vous allez comprendre ce que vous faites, pourquoi vous les faites, et vous allez savoir mieux les exécuter, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on met en place des setups de trading. Et pour l'instant, en daily, aucun setup. Rappelez-vous par contre la petite doc disponible dans setup sur le Discord, stratégie blow off top. Donc un setup de short qui peut se faire agressivement. Encore une fois, je le répète, personnellement, j'utilise dans une prise de profit lorsque je suis à l'achat dans un marché, dans mes stratégies de cycle. Donc ici, sur du court terme, ça peut être utilisé. Par exemple, si vous n'avez pas de plan et que vous avez acheté, je sais pas, ici et que vous ne savez pas quoi faire de vos bitcoins, cette stratégie peut être dédiée à vous. Donc, pas obligé de couper toute la position, mais voilà, c'est expliqué dans la stratégie blow off top de se dire ok, ici je peux prendre des profits, sécuriser la position. Si le cours revient ici, je m'en fiche, je peux dormir tranquillement. Voilà, ce serait plus pour vous
plus pour ce type de profil cette stratégie blow off top, ok. Donc on va checker un petit peu les volumes, hein. Donc les volumes, pas grand chose, hein. Les bears, les bulls, volume décroissant, donc voilà, on attend un réveil des deux camps. Au niveau des bulls, on avait identifié ici un possible M sur le volume, hein, qui peut nous indiquer que les bulls sont endormis. Pour l'instant, vous voyez, on clôture toujours au-dessus de ce niveau, donc pour l'instant les bulls n'ont pas dit leur dernier mot, et les bears n'accélèrent pas le mouvement, donc voilà, on traduit une zone de congestion. Dans quel sens ça va partir encore une fois à la hausse ou à la baisse, on n'en sait rien, on ira voir du côté de l'order flow quelles informations on peut en tirer. Et on pourrait même dire ici qu'on pourrait faire un nouveau M sur le volume ici, hein. Donc voilà, si on clôture sous ces deux niveaux, on pourrait dire ok, là les bulls sont complètement endormis et maintenant les bears peuvent enfoncer le clou. Mais pour l'instant les bulls n'ont pas dit leur dernier mot. Ok, au niveau de William, William tente de retourner dans son état d'enfoncement progressivement. Si on y retourne, potentiellement les bulls pourraient reprendre une petite phase FOMO, hein, accélérer le mouvement encore une fois. Donc on va surveiller ça, ok. Au niveau du momentum, rappelez-vous, les divergences sont confirmées ici et ici, donc on revoit des M sur le momentum, c'est pas bon signe, rappelez-vous. Ça ne veut pas dire que le cours va baisser, ça veut dire que les bears reprennent le contrôle du momentum et que le mouvement perd de sa force. Mais je le répète, le mouvement peut perdre de sa force longtemps avant de définitivement se retourner. Et un mouvement qui se retourne, on le sait grâce à la dynamique, ok, quand un M se mettra en place. Pour l'instant, il n'y a pas de M. Donc aucun signe de top ici, ok. Si les bulls veulent pousser, ils vont pousser un. Surtout que le premier arrêt n'a toujours pas cassé, donc on est toujours ici dans un mouvement tendanciel qui est haussier. Objectif des bulls d'aller péter les 10 074 $. Maintenant, ce qu'on va demander aux bears, c'est de maintenir ce momentum bear et d'imprimer ce M ici en cassant le premier arrêt, ok. Donc là, il y a beaucoup de travail pour les bears. Est-ce qu'ils vont y arriver ? J'en sais rien, mais pour l'instant, les bulls, leur objectif, eux, il est clair, c'est d'aller péter ici ce sommet pour continuer cette dynamique haussière. Et c'est ce qu'on va voir très probablement, je dirais, au cours de cette semaine, hein, avant la clôture de la semaine, en tout cas lorsque les institutions sont là, hein, donc jusque vendredi soir, ok. Rappelez-vous Monsieur Gann ici, qui pourrait targeter un BTC à 7000 $ à horizon du 4 juin 2020. Donc je répète la règle, pardon. Donc Monsieur Gann serait content si Bitcoin retraçait la moitié de ce mouvement ici en moitié moins de temps. Donc vous voyez, point A, point B, on met 55 jours, donc on pourrait mettre moitié moins de temps pour retracer la moitié du mouvement. Donc ici revenir à 7000 $. À 7000 $, pardon. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Non, ici c'est juste la règle de 50% de Gann. Ok, ça veut pas dire qu'on va y aller, mais c'est bien d'avoir ça dans un petit coin de sa tête et de se dire que ok, retrouver un BTC à 7000 $ à horizon de début juin, ça serait pas impossible, ok. On va aller checker un petit peu sur les contrats futurs, c'est vrai que ça fait longtemps que j'y ai pas été. On va checker un petit peu ce que nous disent les contrats futurs. Donc ce qui est intéressant au niveau des contrats futurs, c'est que, ok, donc ça c'était en weekly, je peux supprimer, on s'en fiche un petit peu. Maintenant, hop, on va parler du momentum et on peut voir que sur le momentum, lors des précédents tops, on avait bien des divergences qui se mettaient en place, hein, donc des M qui prenait forme, hein, donc qui montrait que la dynamique, que ce mouvement perdait de sa force. Donc ici les divergences étaient bien présentes, ensuite les M qui se sont mis en place. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les contrats futurs, pour le moment, on n'a pas un momentum qui perd de sa force. Pour le moment, on voit toujours pas de M ici, on voit pas de divergence. Donc d'après en tout cas sur le contrat futur, hein, vu que le week-end s'est clôturé, on retire le week-end, hein, là on prend que les jours de semaine. Lorsque les institutions sont présentes, et ce qui est intéressant de voir, c'est que ici il n'y a toujours pas de signe de divergence, hein, donc le mouvement ici ne perd pas de sa force, ok. William est toujours dans son état d'enfoncement, donc c'est assez intéressant de le notifier. Et sur les récits, on y reviendra après, mais vous voyez ici, même sur le contrat futur, on voit qu'il y a un squeeze qui se prépare. À quoi on remarque un squeeze qui se prépare? Donc un mouvement brutal, hein, donc un mouvement de contraction, de congestion. C'est parce que le momentum ici se contracte. Alors est-ce qu'on va partir dans un W dans un W ou dans un M dans un M? Donc les M bearish, W bullish, ok. Donc si on se remet à faire des W, on partira sur un mouvement de continuation haussier. Et si on fait des M, ça sera tout simplement ici un rejet de la résistance des 10 000 $. Hein. Donc pour l'instant on ne sait pas, mais même le momentum nous annonce qu'ici un mouvement brutal, en tout cas un squeeze se prépare. Donc un squeeze, c'est un mouvement brutal qui va liquider un des deux camps, soit les bulls et les bears, et on reviendra un petit peu après là-dessus sur l'order flow, parce que l'order flow nous dit à peu près les mêmes choses. Donc voilà, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que sur les contrats futurs, ici il n'y a toujours pas de signe de top.
premièrement, comme sur le spot price, et qu'ici il n'y a pas de signe de divergence, il n'y a pas de divergence, donc il n'y a pas de signe comme quoi ici le mouvement perd de sa force. Donc vous voyez ici le contrat futur n'est pas tellement en accord avec ce que nous donnent les informations du spot price. Rappelez-vous ici on a toujours notre gap qui est ouvert aux alentours des 11 950 $. Est-ce qu'on va aller le chercher, est-ce qu'on va le combler, est-ce qu'on va pas aller le combler, j'en sais rien. Mais il faut toujours mettre le gap un petit peu dans un coin de sa tête ici. On pourrait partir par exemple, hein, si on a une continuation haussière, pourquoi pas sur un mouvement typique, hein, AB égale CD, qui serait totalement réaliste ici, qui nous ramènerait, bon bah voilà, pile combler le gap. Est-ce qu'on va y aller, je le répète, j'en sais rien, ok. Donc si on s'affranchit des 10 235 sur les futurs, on pourrait se dire ok, bah mouvement de continuation, on peut aller chercher le gap potentiellement et pousser dans la zone de rechargement, ok. Donc ça, on va le laisser dans un coin de sa tête. Mais voilà, donc c'était juste pour vous montrer qu'ici, sur les futurs, il n'y a pas de signe de divergence, hein. Donc le mouvement ici reste assez sain. Donc là on va retourner sur le spot et je vais vous reparler du RSI, hein. Pour ceux qui utilisent le RSI, bah là c'est la même chose que je vous ai montré sur les futurs, hein. Ici pour moi ici maintenant c'est contraction sur le momentum, hein. Donc soit ça part en M, soit ça part en W, ça part en W mouvement haussier, ça part en M, bah tout simplement mouvement baissier, un M dans un M ça serait pas beau à voir ici, donc ça serait mouvement baissier, et si ici on fait un W ça serait mouvement haussier. Donc en tout cas ici il se prépare un gros mouvement. Alors est-ce que c'est consolidation sous la résistance pour aller péter la résistance et la prochaine zone à aller chercher, hein, c'est tout simplement très probablement ici au-dessus de ce précédent top, hein, ici et ici, pas parce qu'il y a énormément de stops. Donc voilà, la prochaine poche de liquidité elle se trouve très probablement ici, on en parlait depuis très longtemps. Est-ce que le marché va aller la chercher? On n'en sait rien. Est-ce que c'est rentable pour le marché d'aller chercher cette poche de liquidité? J'en sais rien, il n'y a que les market makers qui savent, et on va savoir ça dans les prochains jours. Mais en tout cas ce serait une target très réaliste et très cohérente, hein, vu la structure du prix. Ici en tout cas tous ceux qui shortent ici actuellement, bah, ils sont en train de foutre leur stop ici tout simplement. Donc voilà, ce serait pas ahurissant, aberrant d'aller chercher tout simplement cette poche de liquidité ici, ok. Et si tout le monde se dit bon bah on va aller chercher cette poche de liquidité, et si tout le monde est à l'achat, bon bah le marché va faire quoi? Il va faire ça tout simplement, il va liquider tous les acheteurs qui pensaient justement qu'on allait aller chercher cette poche de liquidité. Et on va aller voir un petit peu comment se comporte le marché au niveau de l'order flow dans quelques instants. Donc voilà, donc je pense que pour le daily on a fini, hein. Je pense qu'un mouvement se prépare. Si ici on a un momentum sur MACD qui redevient bull, en tout cas qui redevient positif, hein, qu'on recrosse les zéros, on pourrait se dire ok, les bulls se remettent à redessiner des W sur le momentum ici. Je vous mets l'histogramme, hein. D'ailleurs l'indicateur est dispo dans le Discord, mais si on revoit des W se mettre en place sur l'histogramme, on se dira bon bah les bears n'ont pas dit leur dernier mot, hein. Les bulls pardon, ici les bears ont réussi à instaurer des M ici, un M ici, mais vous voyez ça a été inversé par un W, donc on pourrait refaire la même chose. Et si ça nous montrera que les bulls ne lâchent rien et qu'ils sont prêts encore à pousser ce marché plus loin. Donc voilà, donc maintenant les bears à eux d'aller péter ce précédent creux ici, hein, pour tout simplement pour poursuivre cette dynamique baissière sur le momentum, hein, poursuivre des M dans des M, et les bulls s'ils veulent faire un mouvement de continuation, bah de nous instaurer des W ici, ce qui serait bullish, hein, et ce qui inverserait ici ce momentum bear, un momentum de nouveau recontrôlé par les bulls. Donc vous voyez ici c'est 50-50, vraiment je peux pas vous dire dans quel sens va partir le marché. Par contre je peux vous montrer des setups que moi je surveille, hein, et c'est ça le rôle du trader, je le répète, hein, c'est d'imposer ses conditions au marché et de trader lorsqu'elles se montrent à nous et de ne pas subir le marché. Donc pour les traders de continuation ici, clairement pour moi ici un setup qui a été déclenché, là on peut identifier 3 creux mais très facilement pour avoir 2 creux ici, 3 creux ici, ou par exemple un creux ici, deuxième creux ici, troisième creux ici. Bon voilà, là il y a plein de raisons d'avoir ces trades, hein, mais en tout cas ici setup de continuation classique, AB égale CD, qui pourrait nous ramener à 10 950 $, hein, donc trouver une entrée proche ici des 0,25 pour les traders de continuation, et voilà, qui ramènerait à 10 950 $. Donc pour les traders de rallye contre tendance, bah eux ici on est un petit peu au-dessus de la zone de rechargement de short, on est dans une autre zone de rechargement de short, donc eux ce qu'ils voudraient voir c'est un momentum divergent. Donc pour l'instant le momentum ici n'est pas divergent, donc idéalement il voudrait voir un momentum divergent, donc voilà, que le momentum fasse ça, nous fasse une belle petite divergence ici, et que le cours nous fasse ça tout simplement, hein, un M ici, et là les traders de rallye contre tendance pourraient avoir un setup, ok. Donc voilà, on va laisser de côté ce setup de continuation tout simplement, et il sera invalidé si on vient casser les 9100 $. Est-ce qu'encore une fois on sait si le cours va monter ou descendre? On ne sait pas, on trade juste ces setups tout simplement, ok. On ne lit pas l'avenir.
Donc voilà, ça ce sera à notifier. Et au niveau de la dynamique interne, en 1 heure, je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus, hein. Le momentum, un coup je te fais des M, un coup je te fais des W, donc voilà, ici c'est typique du range, voilà, typique du range, une zone de contraction, et on verra bien comment on résout ça, si c'est à la hausse ou à la baisse. Encore une fois, je vous le répète, impossible de vous dire de quel côté le marché va partir. Donc on va checker un petit peu le volume profile sur ce rallye ici. Donc sur le volume profile, on suggérait qu'ici il y a un gros creux ici, donc le marché reviendra faire du business très probablement, quoi qu'il arrive tôt ou tard dans cette zone, un peu aussi dans cette zone, hein, donc dans la zone de rechargement qui intéresse énormément les acheteurs ici encore une fois, les investisseurs de dollar cost average, hein, donc pour ceux qui utilisent cette stratégie, vous devez surveiller cette zone de rechargement tout simplement, hein. Voilà, donc cette zone pourrait vous intéresser et le volume profile pourrait nous indiquer qu'on pourrait revenir dans cette zone quoi qu'il arrive, hein, enfin quoi qu'il arrive, tôt ou tard potentiellement, parce que le marché va demander à revenir faire du business ici. Rappelez-vous les creux dans le volume profile comme ceci, ça peut nous indiquer que qu'ici il y a du business à venir faire et que le cours pourrait y revenir. Et pareil, et pareil si on reprend le range entier ici, hein, donc entre cette zone et cette zone, et le marché pourrait revenir faire du business ici et ici. Donc voilà, c'est assez intéressant de le notifier, hein, des zones de localisation très intéressantes. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Et les bulls vont essayer de pousser ce marché. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais strictement rien. Et eux, les bears, vont essayer de maintenir ce top en vie pour former ce M ici, d'aller casser cette neckline et qu'on puisse retourner dans une dynamique baissière. Parce que pour l'instant, sur ce rallye, cette dynamique est haussière, encore une fois, je le répète. Au niveau des spreads forwards, il n'y a rien de bien intéressant à se mettre sous la dent ici, hein. Donc des spreads sous contango assez intéressants pour les bulls, la demande est supérieure à l'offre. Et pour l'instant, on a l'air de potentiellement reprendre une petite dynamique en M, donc qui pourrait dire aux bulls calmez-vous. Mais bon, on est sous résistance à tout moment, on peut avoir un squeeze, hein, pour aller chasser les stops des bears comme on l'a vu juste avant. Donc voilà, ici les spreads ne nous indiquent pas grand chose. Ethereum, on a des spreads qui dégueulent un peu, donc assez intéressant de notifier ça. Et LTC, c'est tout le contraire. LTC, on se remet à avoir des W dans des W, donc peut-être LTC qui prépare quelque chose et qui peut leader le Bitcoin. Au niveau des spreads USDT, hein, donc il nous sert un petit peu à faire de l'analyse intermarket, de savoir comment naviguent les capitaux au sein du marché même, et on voit qu'il se passait quelque chose. Donc je n'étais pas derrière les écrans ces précédents jours, donc est-ce qu'il y a eu une petite maintenance sur un des deux exchanges entre Bitstamp et Bitfinex, je vous demande, je sais pas du tout, mais c'est rare de voir quand même des choses qui se passent comme ça. Donc on pourrait se dire que entre le 18 mai à 2h du matin, de 2h jusqu'à 8h, les capitaux ont quitté massivement l'USDT pour aller dans le Bitcoin, ok. Mais là on se remet à revoir des W dans des W, donc on pourrait se dire que progressivement les capitaux quittent le Bitcoin et les altcoins pour aller dans l'USDT. Bon, vu la localisation du marché actuel, sous résistance, c'est un peu cohérent de voir les capitaux se barrer un petit peu. Mais c'est pas pour autant que le prix dump, donc c'est assez intéressant de le notifier. Alors que ici, on est en train de vendre progressivement avant de retourner le marché et on essaye de vendre au meilleur prix. Bon, c'est potentiellement ce que peut nous dire ici l'analyse intermarket. Donc d'analyser comment les capitaux naviguent. Mais franchement, j'aurais rien de plus à dire, on attendra au cours des prochains jours de voir un petit peu plus ce que nous indiquent les spreads potentiellement. Au niveau des assets à risque et des risk-off, on voit qu'on avait parlé d'un potentiel M, et j'avais bien dit potentiel, hein, il fallait confirmation pour casser ici cette neckline. On voit que le marché n'a pas été cassé cette neckline, hein, donc toujours pas de signe de dynamique baissière ici. Donc voilà, toujours pas de signe de dynamique baissière ici, hein, le S&P qui a sauvé les meubles au dernier moment et on a bien été chercher un nouveau plus haut ici. Donc je vais pouvoir retracer, replacer le Fibo ici justement, hein, potentiellement si le top est ici. Maintenant pour l'instant aucun signe de top sur le S&P. Alors est-ce que Bitcoin est toujours corrélé au S&P? C'est la question qu'on peut se poser. Mais pour l'instant aucun signe de top, hein, donc la dynamique ici, enfin en tout cas le momentum nous montre que le mouvement perd de sa force, mais je le répète, le mouvement peut perdre de sa force pendant très longtemps. Je vous avais montré aussi le S&P en ayant retiré l'inflation potentiellement qui nous prépare un mouvement de continuation ici en potentiel. Donc par exemple si on retire l'inflation, il n'y a pas de nouveau sommet ici, donc la neckline serait plutôt quelque part par ici, hein. Donc voilà, un sommet, deux sommets, potentiellement trois sommets, on peut l'identifier ici, il n'y a pas de souci, hein. Donc potentiellement voilà, peut-être un gros mouvement de continuation qui se prépare du côté du S&P sans inflation, qui viendrait revisiter le V-bottom ici de 2009, hein. Donc revenir tester des niveaux de 2009, ce qui serait pas bon pour l'économie du tout, ça ferait très peur.
Mais pas impossible, hein, pas impossible. Donc voilà, on va surveiller aussi le S&P sans inflation, mais en tout cas, du côté du S&P contre le dollar, et ben on voit qu'il n'y a toujours pas de signe de retournement ici. Alors est-ce que ici c'était petite chasse au stop avant de faire un vrai M ici et de repartir dans une dynamique baissière? Bon bah c'est ce qu'on va suivre. On va suivre ça très soigneusement, mais pour l'instant pas de signe de top sur le S&P 500. Donc si BTC est toujours corrélé au S&P et que BTC se comporte toujours comme un asset à risque, et ben potentiellement les capitaux peuvent continuer de rentrer dans le Bitcoin. Donc ça, on va laisser ça. On va retirer ça justement du coup parce que c'est plus d'actualité. On attendra potentiellement une nouvelle structure ici. Ok, donc ça, je vais pouvoir le supprimer tout simplement. Au niveau du gold, on va pas en parler aujourd'hui, hein. Donc le gold qui tend de résoudre cette contraction à la hausse, hein. Donc potentiellement, si le gold se met à exploser, on pourrait se dire que ok, le S&P peut baisser, que les assets à risque peuvent quitter, enfin en tout cas que les capitaux peuvent quitter les assets à risque, hein, donc ça pourrait être bearish pour Bitcoin peut-être, mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Au niveau des altcoins, on voit qu'on, ici on avait fait des M, on se remet peut-être à faire des W, donc pour confirmer cette dynamique haussière, hein, déjà pour annuler cette potentielle dynamique haussière sur l'Ethereum, il faudrait casser ce sommet ici, tout simplement, donc faire un nouveau sommet pour poursuivre la dynamique haussière. Ou alors est-ce que ici, comme on l'avait identifié potentiellement en setup, hein, rappelez-vous le smiling setup, même avec les conditions du shark setup sur Ethereum, j'y reviendrai demain, parce qu'aujourd'hui on va pas parler trop des alts, j'y reviendrai demain, mais potentiellement ici juste faire le retour en zone de rechargement de short avant de confirmer une reprise baissière. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et on surveillera ça au cours des prochains jours. Ok, et LTC XRP c'est sensiblement la même chose. Donc voilà, je vois pas grand chose d'autre à dire du côté des alts. Je voulais vous parler très rapidement du ratio S&P Gold, hein, comme ceci. Donc le S&P Gold qui permet un petit peu de savoir comment naviguent les capitaux, on va dire, entre les assets à risque, hein, donc qui est le S&P et le Gold. Donc là j'ai pas plus d'historique que ça. Normalement je suis censé avoir plus d'historique. Donc là si je prends ça, j'ai déjà récupéré plus d'historique. J'aimerais bien avoir plus d'historique parce que c'est quelque chose de très intéressant et là j'arrive pas à trouver plus d'historique. Ça m'embête un petit peu, à moins que ce soit le S&P qui pose problème. Peut-être, on va checker. Mais ok, donc déjà je vais cliquer sur les... Non, ok, donc non, c'est le gold ici qui pose potentiellement problème. Donc je vais plus prendre les futurs qui ont plus d'historique peut-être. Donc voilà, plus d'historique sur le gold de futur. Quoi qu'il en soit. Alors, donc c'était pas en monthly, ça devait être en weekly que j'ai dû voir ça. On va checker ça un petit peu. Donc non, je ne sais pas du tout. Alors peut-être que c'était... Ah oui, non. Donc ok, ça devait être Gold S&P, excusez-moi. Ouh là là, j'ai peu dormi, il faut le savoir, hein. C'est la petite excuse, mais j'ai peu dormi. Donc ici c'était plus Gold, voilà, c'était Gold S&P, voilà, c'est plus logique. Alors, il faut savoir que le Gold contre le S&P se remet à refaire des W, ok? Donc potentiellement on peut se dire que maintenant les capitaux rejoignent les risk-off, les risk-off tout simplement, et quittent les assets à risque. Donc on peut se dire que potentiellement, dans un horizon de temps, donc sur une échelle de temps potentiellement trimestrielle, de mois ou même année, on peut se dire que maintenant les capitaux vont plus rejoindre les risk-off, donc ici le gold qui est tout simplement réserve de valeur, une valeur refuge, etc. Donc ici vous voyez par exemple dans les années 2000, hein, lorsque ce W a pris forme sur ce ratio gold S&P, donc voilà c'était bien gold S&P, je sais pas pourquoi je faisais SPX gold, donc non ici c'est bien gold S&P. On voit que quand les W se sont repointés sur ce ratio, les capitaux ont plus été dans le gold, hein, donc le gold a bien surperformé justement le S&P des années 2000 grosso modo jusque 2011, hein. Si on va voir ici par exemple le gold a bien explosé, voilà, des années 2000 jusque les années 2011, hein, pendant que lui le S&P ok, les années 2000, ici c'était le top, et jusque 2011, le S&P n'a pas fait grand chose, hein. Donc si c'était 2011, vous voyez, le S&P ici était plutôt en range, alors que lui, le gold explosait. Donc maintenant, comme je vous ai montré, si on reprend un petit peu ce ratio gold S&P 500, on peut se dire que potentiellement le gold est prêt à surperformer S&P, donc potentiellement, pour les prochaines années, les capitaux vont plus être amenés à entrer massivement dans les risk-off que dans les assets à risque, ok? Et c'est assez intéressant de le notifier. Alors maintenant la question qu'on peut se poser c'est est-ce que Bitcoin est asset à risque ou réserve de valeur? Si les réserves de valeur et que les capitaux rentrent dans les valeurs refuges, et tout simplement le Bitcoin pourrait exploser. Si le Bitcoin est un asset à risque, et les capitaux iront beaucoup plus
enfin les capitaux pourraient quitter justement le Bitcoin s'ils vont plus dans les assets à risque. Donc voilà, ça c'est la question. Enfin, si les capitaux quittent les assets à risque, ça pourrait quitter le Bitcoin. Voilà, désolé. Donc c'est la question qu'on peut se poser maintenant, mais quand je vois ce genre de structure ici sur ce ratio, je pourrais me dire, ok, maintenant les capitaux peuvent beaucoup plus rentrer dans le gold que dans les S&P. Donc c'est assez intéressant de voir comment Bitcoin va se comporter vis-à-vis de ça. Donc voilà, je voulais vous montrer ça et votre avis m'intéresse tout simplement, ok? Donc voilà. Donc je vois rien de plus à dire pour le coup, pour le Bitcoin, hein. En daily je voulais juste vous parler de ça, on a été voir un petit peu le Bitcoin en 1 heure, les setups de continuation, donc là on va parler un petit peu au niveau de l'order flow. Donc au niveau de l'order flow, on le voit, il y a de moins en moins de liquidation, donc vous voyez de moins en moins de bears, de moins en moins de bulls qui se font liquider, donc le marché il va reprendre la chasse aux liquidations tout simplement, les market makers ils vont nous montrer quel camp ils vont décider de liquider, donc même ici hein, les liquidations nous montrent qu'un gros mouvement potentiellement se prépare. Il faut savoir que ici, donc voilà, depuis grosso modo le 30 avril, on avait un prix qui montait avec un open value qui montait et des liquidations bears ici décroissantes. Donc des liquidations vendeuses décroissantes. Ici, vous voyez, le pic était à 108 millions et ici au top à 26 millions. Donc on liquidait de moins en moins de bears. Donc voilà, on passait par exemple de 116 millions à 32 millions. Ici à 32 millions aussi, bon voilà, c'était pas des liquidations croissantes, donc ici ce qui nous invite à penser que c'était majoritairement de l'achat, hein. Donc ici beaucoup de gens en FOMO, ici se sont fait déchirer, parce qu'on a eu quand même 250 millions, si je dis pas de conneries, voilà, 255 millions de liquidations acheteuses, hein. Donc ici tous ceux qui ont FOMO ici, beaucoup se sont fait démonter, et maintenant sous résistance, et on voit que lorsque le prix rebondit, l'open value réaugmente aussi, donc on peut se dire que maintenant les gens sont plus chauds pour acheter ce marché que de le vendre, ok? Pourquoi je dis ça? Parce que quand on était sous cette résistance, on constatait que c'était le contraire. Ici, le prix descendait, l'open value explosait, donc ici les gens shortaient dès que ça baissait. Ici le prix montait, l'open value descendait, donc hop, les gens se faisaient squeeze, hein, les gens clôturaient leur position, les vendeurs clôturaient tout simplement. Ici pareil, le cours descend, l'open value explose, ici le cours monte légèrement, l'open value ne fait rien, ici le cours baisse, l'open value augmente, donc voilà, les gens étaient plus chauds pour short, hein, donc ce qui fait qu'ici toute la liquidité elle s'accumulait, et c'est pour ça que je vous disais que pour moi il était très très probable de péter cette résistance, parce qu'on ça on l'avait étudié ensemble, et maintenant c'est plus trop la même chose, ok, c'est plus trop la même chose, parce que ici ce qu'on aimerait voir tout simplement c'est le cours qui baisse, un open value et qui explose, et de se dire ok c'est potentiellement la même chose, de se dire que les gens dès que le cours baisse, ici ça short à fond, et ça m'a pas l'air d'être trop ça, hein, parce qu'on revient en contact de la résistance et on voit un open value qui diminue. Donc ici, pour moi ici les gens sont pas trop en train de short comme ils étaient en train de le faire ici, ok, donc on peut pas dire qu'ils sont en train de FOMO longue non plus, mais on peut pas dire que ici il y a énormément de vendeurs potentiellement liquidés, parce que quand le cours augmente, l'open value réaugmente aussi, ok, et ici l'open value il a explosé avec des liquidations bears décroissantes, donc vous pouvez me dire, oui mais ici l'open value il a explosé parce que les gens shortaient, voulaient stopper ce mouvement, oui il y avait de ça un peu, mais si c'était vraiment le cas, si majoritairement ici c'était des vendeurs, les liquidations auraient été beaucoup plus conséquentes, ok. Alors que ici, par exemple, quand le marché on a eu ce repli, on est venu chercher 263 millions de liquidations. Faut savoir que ici, sur ce rallye aussi, on n'est même pas venu chercher au maximum 263 millions de liquidations bears. Le maximum qu'on a eu, c'était ici, et on est venu chercher 110 millions. Et rappelez-vous, ici, il y avait beaucoup de gens qui shortaient, hein, donc tout simplement, lorsqu'on a bien eu ici une grosse candle, on a liquidé tous ces gens-là, ce qui a fait 110 millions, ok. Mais ici, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui shortaient, et ici, pour moi, les gens, ils sont pas en train de shorter massivement. Donc est-ce que c'est rentable pour les market makers de maintenant d'aller pousser ce marché? J'ai pas trop l'impression, de ce que je vois, vu les liquidations décroissantes, il y a de moins en moins de bears. Au niveau de l'open value, on peut pas se dire que ici les gens sont en train de FOMO, de shorter à fond. Pour moi ici les gens sont pas trop en train de shorter à fond. On pourrait même se dire que majoritairement les gens achètent, hein, lorsque le prix monte, l'open value augmente, donc les gens ici sont plus en train d'acheter ce marché. Et on peut voir que malgré un marché qui monte, on a des liquidations acheteuses qui sont croissantes. Et ça, c'est assez intéressant de notifier, alors qu'on a des liquidations bears qui sont décroissantes. Je vous reprends un petit peu ce qui se passait ici. Mais ici, c'était la même. C'est-à-dire qu'on avait un Bitcoin qui montait avec des liquidations bears décroissantes, donc de moins en moins de bears à liquider. Donc ça devenait de moins en moins rentable de pousser ce marché. Et malgré un marché qui monte, on avait bien des liquidations bulls ici, croissantes. Donc on liquidait de plus en plus d'acheteurs ici. Donc ce qui veut dire que le train ici était chargé
très très chargé d'acheteurs. Et ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, sous cette résistance, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors ça ne veut pas dire qu'on va la péter, hein. Ici, je dis juste que il n'y a pas beaucoup de bears à liquider. Et si on a beaucoup, je me demande d'où est-ce qu'elles sont leurs liquidations. C'est ça que je me demande. Et si pour aller les liquider, il faut aller chercher par exemple, je sais pas, 12 000, ou si on veut retrouver vraiment des grosses liquidations croissantes, en tout cas des gros pics de liquidation bears, je me dis il faut aller beaucoup plus haut. Et est-ce que si le train ici est chargé d'acheteurs, est-ce que c'est rentable pour le market maker d'aller pousser le marché aussi haut, sachant qu'il peut faire gagner tous ceux qui sont rentrés là-dedans en fait? C'est la question que je me pose et c'est une question que je peux vous poser aussi. Donc voilà, donc peut-être faire une petite chasse au stop et ensuite poser un top à ce marché. Ou alors, s'ils sont motivés les market makers à pousser ce marché, faudra le pousser beaucoup plus haut si on veut trouver des gros pics de liquidation vendeurs, ok. Mais ici, on peut dire que potentiellement, maintenant, voilà, on est passé d'un open value de 55 000 grosso modo à maintenant 60 000, donc 5 000 bitcoins en plus, qui sont potentiellement majoritairement à l'achat, hein, parce que lorsque le cours augmente, lui, l'open value ici, il augmente, et quand le cours baisse, l'open value diminue, donc ici, c'est plus des acheteurs qui se font liquider, et on le voit ici, hein. On voit qu'on a 50 millions de liquidations bulls, par exemple, sur une petite candle comme ceci. Donc voilà, ça c'est intéressant de le notifier, alors qu'ici sur une candle plus importante de 1000 $, on a eu moins de liquidation bears, donc on peut se dire qu'il y a de moins en moins de vendeurs à liquider et que maintenant il y a peut-être plus d'acheteurs à liquider. En tout cas au niveau de l'order flow, on pourrait se dire que potentiellement maintenant c'est plus rentable pour les market makers d'aller liquider les acheteurs. Mais encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire si ça va résoudre à la hausse ou à la baisse, hein, je peux juste vous faire un petit peu l'interprétation au niveau de l'order flow, de moi ce que j'interprète, et de mon point de vue la situation n'est plus la même. En tout cas la situation au niveau de l'order flow n'est pas la même quand on était sous cette résistance. En tout cas ici on était sous résistance, ici on est sous résistance, mais au niveau de l'order flow c'est pas les mêmes informations. Ici c'était beaucoup plus de vendeurs et ici j'ai plus l'impression qu'il y a plus d'acheteurs sous résistance. Donc pourquoi pas aller les liquider, mais bon j'ai pas de boule de cristal, je sais pas ce qui va se passer, et vu que j'ai pas de setup ici, enfin en tout cas ce que je veux dire c'est que et je trade pas en fonction de l'order flow ici, c'est juste pour l'analyse, hein. C'est pas parce que j'interprète qu'il est peut-être plus rentable d'aller liquider les bulls que ici je vais prendre un short, ok? Non, là c'est juste pour vous faire l'interprétation, et ceux qui aiment bien voir mon interprétation, encore une fois au niveau de l'order flow, je fais ça. Mais ça ne veut pas dire que je prends des décisions de trading, que je trade, hein, que je déclenche un trade, hein, donc acheter ou vendre en fonction de ça, bien sûr que non, ok? Donc sur un autre outil maintenant d'order flow, on peut voir que ici il y a beaucoup de vendeurs, mais vraiment de gros ordres, hein. Donc il y a des mecs ici qui sont très très chauds pour essayer d'instaurer un top au niveau des 9009, donc ça défend énormément cette zone, on le revoit ici cette semaine. Pareil 9007, 9008, on le voit aussi ici, donc là il y a beaucoup de vendeurs qui essayent d'instaurer un top ici. On va aller voir les ordres, hein, mais ce sont des gros ordres, hein. Donc voilà, on parle de plus de 200 millions, donc là il y a vraiment des mecs qui essayent de poser un top ici tout simplement. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais strictement rien. Si ces mecs n'arrivent pas à poser un top, ils se feront squeeze, ok? Donc le marché ira tout simplement plus haut pour aller liquider ces mecs qui essayent d'instaurer un top, ou alors est-ce qu'ils vont y arriver et le marché va rejeter tout simplement et on ira liquider les acheteurs, hein, parce qu'ici il y a pas mal de gros acheteurs aussi, par exemple ici pas mal de gros acheteurs, pareil 230, 280 millions, vous le voyez ici. Donc voilà, maintenant c'est 50-50, je peux pas vous dire dans quel sens ça va partir, hein. Je peux juste vous faire l'interprétation et je vous ai montré les différents setups, hein. Donc si vous voulez un setup d'achat, ici setup de continuation pour les acheteurs, et pour ceux qui cherchent à shorter ce marché, donc pour les traders de rallye contre tendance, hein, je vous ai parlé encore une fois des conditions qu'on pourrait être amené à rechercher. Voilà, donc ça c'était pour la partie Bitcoin technique, l'order flow on en a parlé un petit peu. On va aller sur Tensor très rapidement, donc comme je vous ai expliqué sur Scalpex Index, je vois pas grand chose d'autre à dire. Donc ouais, je vois pas grand chose d'autre à dire à l'analyse, je l'ai déjà fait sur Scalpex Index, hein, j'ai les mêmes informations. Donc voilà, au niveau du founding ici, gros pic, mais j'ai été au courant cet après-midi, BitMEX était en maintenance, ou hier après-midi, je sais plus, il me semble que c'était cet après-midi, ou hier après-midi, je ne sais plus du tout. Donc je peux pas vous dire, donc non, c'était hier après-midi, désolé, je suis fatigué, ou je sais plus, enfin dites-moi dans les commentaires ou sur le Discord. Mais en tout cas, BitMEX était en maintenance et ça a dû faire un petit truc, je sais pas, un petit problème, mais bon voilà, le founding c'est un petit peu excité ici. Mais voilà, le founding ne donne pas tellement d'informations ici. Au niveau des liquidations sur du plus court terme, pareil, des liquidations décroissantes, hein. Donc ici, les market makers vont devoir secouer le train. Est-ce que ça va être comme ça? Est-ce que ça va être comme ça? J'en sais rien, encore une fois, je vous ai dit. Je peux pas vous donner plus d'informations de ce côté-là. Je vous ai montré les setups.
Je vous ai fait mon interprétation au niveau de l'order flow, je peux pas vous dire plus, hein. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui vraiment. Donc demain on parlera des altcoins, hein, donc Ethereum, XRP, Litecoin, etc. Vous connaissez. Dites-moi si jamais en commentaire si vous voulez voir d'autres altcoins. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous savez, c'est le meilleur moyen de me récompenser pour le travail qui est fourni, tout simplement. Donc moi je vous souhaite un excellent mercredi. Encore désolé pour les 2 jours sans brief, hein, mais bon voilà, j'étais pas présent, je pouvais pas tourner, mais maintenant c'est reparti, on va pouvoir reprendre les briefs tranquillement. Donc voilà, comme je vous ai dit, demain on parlera des altcoins, vendredi encore une fois du Bitcoin et des alts, et dimanche j'essaierai de vous faire un épisode chat. Voilà, ça fait à peu près un mois que j'en ai pas fait, et vu que cette semaine il n'y a pas eu tellement de briefs, on va essayer de rattraper un petit peu les épisodes chat, tout simplement. Donc dimanche très probablement épisode chat. Donc voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, allez ciao tout le monde.